Bonjour, la question, que soulève cette vidéo est la suivante: que diable vient faire la sécu dans le déficit public qui, j'attire votre attention, non seulement, comptabilise, les déficits de l'État, ça paraît logique, les déficits, cumulés des différentes collectivités territoriales, les régions, les départements, les communes, jusque-là, tout va bien, mais aussi la protection sociale. Et c'est-à-dire en France la sécu. Et si on est un tout petit peu, attentif à l'histoire de cette sécurité sociale qui fête en 2025 ses 80 ans, ça peut surprendre parce que, en tout cas, jusqu'avant la décennie des années 90, on va voir que c'est dans cette décennie que les choses vont basculer, mais jusqu'au début des années 90, la sécurité sociale est foncièrement, enfin fondamentalement financée par les cotisations sociales, c'est-à-dire, par les salaires. Et donc on voit pas très bien le rapport que ça peut avoir avec, c'est un bien commun, mais c'est pas de l'argent public au sens où c'est pas de l'argent public étatique. Donc, le budget de l'État et la sécurité sociale devraient être totalement disjoints, dissociés. Ça pourrait même devenir une revendication syndicale, pourquoi pas. Parce que si on laisse les choses en l'état, eh ben, on est pris au piège, puisque la logique de lutte, le dispositif européen qui est mis en place, là aussi dans ces années 90, de lutte contre les déficits identifiés par le traité de Maastricht comme additionnant les finances dont je parlais tout à l'heure, dont la protection sociale. Ça c'est en 92, mais on voit bien qu'en 97 va s'ajouter la dimension contraignante du pacte de stabilité. On est donc en train d'évoluer vers l'euro qui arrivera en 99. Et donc, si on n'y prête pas attention, on est piégé, puisque pour lutter contre les déficits, l'une des variables d'ajustement toute trouvée sera bien sûr de réduire les finances dédiées alors à la santé, au chômage et aux retraites, et donc on voit bien comment les réformes vont s'enchaîner les unes après les autres, avec toujours le même argument qu'il faut baisser la dette publique. Je rappelle quand même que cette dette publique, elle conditionne de loin la politique nationale, puisque François Bayrou, par exemple, le 20 janvier, donc c'était toutes les caméras du monde étaient tournées vers les États-Unis, puisque c'était l'intronisation de Trump. Bon, n'empêche que Bayrou, pendant ce temps-là, discrètement, il était à Bruxelles pour faire valider en quelque sorte le budget qui n'avait pas encore présenté au Parlement, et qui ne sera validé au Parlement français que dans la première quinzaine de février. Bon, je vous rappelle qu'on a quand même 50 milliards à économiser, et que ces 50 milliards, c'est pas seulement pour 2025, on en prend pour 5 ans, jusqu'en 2029, et 50 milliards, ce n'est qu'un commencement, hein. Bon, alors vous ajoutez à ça le budget militaire qui part en vrille, et vous comprenez que ça va mal se terminer pour la réforme des retraites, mais la réforme de l'assurance maladie, enfin les réformes à venir de l'assurance maladie, du chômage, enfin on va donc avoir droit à la trilogie habituelle des contre-réformes. Ces règles sont calculées, alors le déficit public il est calculé depuis le traité de Maastricht, dans le cadre de la construction de ce qu'on appelle l'union économique et monétaire. C'est l'élément majeur de ce traité de 92, qui prépare l'avènement d'une monnaie unique, hein, qui arrivera quelques années plus tard. Oui, il y a deux chiffres magiques, enfin magiques, les 3% de déficit et les 60% d'endettement. Tout ça étant calculé, alors le déficit c'est facile à comprendre, c'est l'écart entre l'argent qui rentre et l'argent qui sort des caisses de l'État, et puis les 60% d'endettement, c'est calculé par rapport, non pas à une fiche de salaire comparativement à un particulier qui aurait un taux d'endettement, mais là c'est par rapport à la richesse que produit un État, l'État français, pendant un an. C'est ce qu'on appelle le PIB, le PIB. Alors le PIB, hein, c'est une construction macroéconomique, une construction politique qui évidemment est plutôt quantitative que qualitative, qui oublie des tas de choses, qui, si on voulait se moquer,
la plaisanterie de Keynes, dit-on, il précisait que si on payait quelqu'un pour creuser des trous et si on payait quelqu'un ensuite pour reboucher les trous, eh bien ça faisait du PIB. On voit bien l'absurdité du PIB, puisque les guerres font des trous et obligent à reboucher des trous, donc finalement les guerres, ça permet de produire du PIB. On voit bien que qualitativement parlant, le PIB ne peut pas éclipser toutes les autres unités de mesure. Mais il se trouve que c'est dans la comptabilité nationale, c'est le référent majeur, et c'est par rapport au PIB qu'on va calculer le déficit et l'endettement. Alors, dans toute l'Europe, depuis 25 ans, on constate une évolution intéressante des protections sociales. Cette constatation, je l'emprunte à un organisme, à une administration statistique qui fait autorité, qui s'appelle la DREES, qui est adossée au ministère de la Santé et du Travail. Donc, dans une note qu'elle publiait en 2022, elle remarquait ceci, ça vaut le coup quand même d'en lire un extrait. Depuis le début du XXIe siècle, dans la quasi-totalité des pays d'Europe, les cotisations employeurs diminuent au profit des contributions publiques. Entendez la fiscalité. On fiscalise le financement des protections sociales. Je continue. Dans une volonté de limiter la hausse du coût du travail, alors que les cotisations salariales sont stables. Donc en fait, voilà le déplacement qui s'opère dans le financement de toutes les protections sociales dans les pays, dans les 27. Les parts de cotisation salariale ne diminuent pas. Par contre, ce qui diminue, ce sont les cotisations patronales, et se substitue à ça une augmentation étape par étape de la fiscalité, et donc d'un financement par l'impôt. On pourrait même ajouter que depuis la dernière décennie du XXe siècle, alors là, je vais essayer de montrer que c'est vraiment la décennie de tous les dangers en ce qui concerne la sécurité sociale, donc les années 90, la chasse au déficit, en quelque sorte, a trouvé dans la protection sociale, donc la protection, alors l'assurance maladie, chômage, retraite, une cible idéale pour, comme variable d'ajustement pour limiter son déficit. Et donc le paradoxe, c'est que initialement, la sécurité sociale est créée en 1945, donc suite à elle met en place le programme les jours heureux du Conseil national de la résistance, donc tenu par les communistes et les gaullistes pour faire simple, et le ministre du Travail communiste de la Libération, le ministre du général de Gaulle, Ambroise Croizat, va faire supporter ce dispositif. Alors, il n'a pas inventé la protection sociale, elle existait avant sous des formes privées mais patronales, donc une sorte de paternalisme qui se trouve déjà au XIXe siècle, mais là il s'agit d'en faire une cagnotte qui va être autogérée par les salariés. C'est quelque chose évidemment de complètement inédit, c'est un bien commun, mais c'est pas étatique. C'est même quelque chose qui va se construire malgré l'État et même contre l'État, puisque l'État en France il a failli, puisqu'il a collaboré avec les nazis. On est même à la limite, la CGT n'a pas tout à fait gagné la bataille. À l'époque, le Parti communiste fait plus de 25% et la CGT compte plus de 5 millions d'adhérents. Et la CGT tirait dans le sens de la création d'une mutuelle, c'est-à-dire d'un dispositif de droit privé, rien à voir avec du droit public. Et donc cette cagnotte conséquente, énorme, n'a au départ, initialement, absolument rien à voir avec les finances de l'État, avec un quelconque déficit que l'on pourrait attribuer à l'État, qu'il s'agisse de l'échelon national ou des échelons territoriaux. Petit paradoxe dans le paradoxe, si je puis dire. Alors le principe, ce principe
de la sécurité sociale, de la Sécu, c'était quand même que chacun donnait selon ses moyens et que chacun recevait selon ses besoins. Ce qui, rappelons-le quand même, était l'une des manières qu'utilisait Marx pour définir le communisme, notamment dans sa critique du programme de Gotha, texte qui est repris, analysé par Lénine dans l'État et la Révolution, par exemple. Donc, voilà comment on pourrait dire la Sécu, c'est une sorte d'îlot communiste, non étatique. C'est intéressant. L'État a dépéri avant même puisqu'il a failli. Donc on est dans une construction en dehors de l'État. Et la bourgeoisie voit ça évidemment d'un assez mauvais œil, on peut s'en douter, et elle n'aura de cesse de renationaliser, de remettre ce pactole sous la tutelle de l'État. En fait, donc, la bourgeoisie qui passe son temps à dire que le communisme, c'est l'hypertrophie de l'État, eh ben, la sécurité sociale, c'est c'est du communisme appliqué. Et c'est pas du tout étatique. C'est la bourgeoisie qui va récupérer sous l'égide d'un contrôle étatique, et on va bien voir que c'est accompagné par une fiscalisation du financement de la protection sociale. C'est donc la bourgeoisie qui va tirer dans ce sens-là, alors qu'au départ, on a quelque chose qui est au-delà de l'État, comme si donc on était déjà arrivé dans une forme de société des travailleurs associés. Voilà encore une autre expression qu'utilise Marx pour définir le communisme dans le Capital. Les travailleurs associés. Bah, la sécurité sociale au départ, sans l'État, contre l'État, c'est les travailleurs associés. Bon, et on était à deux doigts d'une organisation de droit privé sous forme de mutuelle. Alors ça va être à moitié le cas, mais on va bien voir que toute l'histoire de la Sécu, c'est l'histoire d'une reconquête par l'État bourgeois de ce pactole, et ça va aller ensemble d'une fiscalisation progressive du financement de la Sécu. Aujourd'hui, on est quasiment à moitié-moitié, et du coup, on voit comment, petit à petit, on va réintégrer le budget de la sécurité sociale dans le calcul des déficits, et là, le piège est fermé, si je puis dire. Piège qui a été élaboré et par des politiques en France, et pas que des gens de droite, et dans une espèce de division du travail, on verra ça tout à l'heure, qui est nationale et européenne. Alors, la sécurité, la protection sociale en Europe obéit, cette note de l'adresse, là, laquelle je me référais, explique ça de manière très pédagogique, et donc je ne fais que la citer, hein, mais bon, c'est pas original de dire ça, il faut le savoir. Il y a deux grands modèles. Il y a le modèle qu'on appelle bismarckien, puisque historiquement il est associé à Bismarck, non pas que Bismarck soit un philanthrope, hein, mais Bismarck, à la fin du 19e siècle, donc dans les années 80 et 90, va élaborer une première sécurité sociale financée intégralement par les cotisations sociales, donc les salaires. Alors, ce modèle bismarckien va évidemment être le modèle adopté en France dans juste l'après-guerre, en Autriche, aux Pays-Bas. À ce modèle, on s'oppose, ou on va voir s'articule un autre concept, ou un autre modèle, qui est celui anglais, de Beveridge. C'est le modèle beveridgien. Il est mis en place en Angleterre en 42-43, enfin pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est en place au Danemark, en Irlande, en Suède, donc une partie de l'Europe fonctionne sur un modèle beveridgien. Lui, il est financé par l'impôt. Alors il a les vertus d'être financé, d'être un financement donc qui permet une couverture universelle, donc voilà ce que disent ses défenseurs, mais c'est souvent le minimum syndical, si je puis dire, avec une protection sociale quand même révisée à la baisse. Si on veut résumer donc ce constat que fait l'adresse depuis 25 ans, on pourrait dire que petit à petit, le modèle bismarckien, qui était paradoxalement majoritaire en Europe, hein, même après les différentes unifications, on pourrait dire, après l'effondrement de l'URSS et l'élargissement de l'Europe, on pourrait dire, ben, voilà, c'est pour ça qu'on évolue vers un modèle beveridgien. Eh ben non, on était encore majoritairement dans des modèles bismarckiens. Donc il y a une sorte de hold-up, il y a une sorte de tour de force pour que le modèle bismarckien, au départ majoritaire, devienne sinon minoritaire, en tout cas hybridé avec le modèle beveridgien,
puisque, bon an, mal an, la moyenne européenne aujourd'hui est à peu près de 54% du financement des protections sociales financé par les cotisations sociales et 46% pour l'impôt. Alors en France, on est même à 52%, alors qu'en Allemagne, on est encore à 65% du financement par les cotisations sociales. Donc glissement entre deux, situation un peu hybride, mais on voit bien la logique d'ensemble, c'est pour faire baisser le coût du travail, avec évidemment au passage, à mesure que c'est la fiscalité qui prend le relais, fiscalité qui est toujours soupçonnée d'être trop onéreuse, on voit bien qu'à côté de ça se développe un autre marché, celui-là assurantiel privé à l'anglo-saxonne, qui va être destiné à une clientèle plus aisée. Alors remarque quand même sur ce qu'on appelle l'État-providence ou l'État social, et sa durée de vie, si je puis dire, ou son espérance de vie dans une construction européenne qui, ne tournons pas autour du pot, est libérale, c'est-à-dire capitaliste. La formation de l'État-providence en Europe n'est pas tout à fait tombée du ciel, c'est pas sorte d'élan spontané, un élan social spontané, une sorte de troisième voie qui aurait été trouvée proprement européenne, enfin, grâce au dialogue social, sachant que quand même ce discours-là d'une économie sociale de marché, hein, l'expression peut surprendre, une économie sociale de marché, alors, ou bien les sociales ou bien les de marché, mais là on nous dit que c'est les deux en même temps. Ursula von der Leyen utilise bien volontiers ce terme, a fortiori quand elle est invitée à un congrès de la Confédération européenne des syndicats, et la Confédération européenne des syndicats, qui faisait son congrès, fêtait ses 50 ans à Berlin en 2023, répétait à loisir qu'elle était favorable à cette troisième voie, bref, d'un capitalisme social qui fonctionnerait sur la base du dialogue social. Alors, en fait, si on regarde un petit peu comment ce modèle social européen s'est construit, c'est pas que le dialogue social qui est à la manœuvre. Si on regarde le modèle bismarckien, hein, Bismarck est un réactionnaire notoire, qui va donc entre 1880 et 1890, pour situer un peu le paysage, va persécuter, enfermer, chasser les socialistes révolutionnaires. Alors, excusez du peu, c'est Liebknecht père, hein, non pas Karl, mais Wilhelm. C'est Clara Zetkin, c'est Auguste Bebel. Donc, c'est évidemment des gens qui ont une dimension politique remarquable, qui sont des admirateurs de la Commune de Paris et qui sont persécutés, emprisonnés ou chassés par Bismarck. Et en même temps, l'intelligence politique de Bismarck, c'est d'acheter la paix civile en proposant donc ce modèle de financement, ce modèle social de financement qui va être l'ancêtre d'une sécurité sociale telle qu'on va la retrouver en France, hein, donc le modèle bismarckien financé par le salaire. Donc le salaire devient en quelque sorte, il y a une part du salaire qui est socialisée et qui permet donc de se protéger d'un certain nombre d'accidents de la vie, la maladie, le chômage, et puis bien sûr quand même la vieillesse. En France, pareil, le modèle d'après-guerre n'est pas tombé du ciel, c'est pas non plus par le dialogue social, enfin tout simplement, le patronat français s'est discrédité par sa collaboration avec le nazisme, l'État français de même. Le Parti communiste est à plus de 25% dans les élections, et la CGT a 5 millions de syndiqués. Et donc, en fait, cette force va pouvoir imposer un modèle qui, en plus, se réfère alors, à toute une tradition révolutionnaire française, hein, pas celle de 1789, mais celle de 1793. Par exemple, l'article 21 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 93, mais aussi on se réfère à la Commune de Paris, donc à cette forme d'autogestion qui se retrouve dans les premiers éléments constitutifs de la sécurité sociale. Quant au modèle beveridgien, la bourgeoisie de l'époque est quand même
a été secouée par la crise de 29, elle a été secouée par la guerre, et les thèses keynésiennes en Angleterre ont fait rentrer dans les esprits que le marché est faillible. Et que donc, faute d'une main visible du marché, il faut que ce soit l'État qui se substitue et qui corrige le tir. Donc l'idée que par le biais d'une fiscalité, une protection sociale sous contrôle de l'État bourgeois quand même puisse se mettre en place, va germer, et puis peut-être quand même qu'il faut aussi avoir à l'esprit qu'il s'agit de créer une sorte de vitrine sociale qui pourra faire concurrence au modèle soviétique, qui va sortir quand même grandi de cette Seconde Guerre mondiale, et qui pourrait séduire par ailleurs la classe ouvrière britannique. Donc en fait voilà, ce modèle beveridgien, il n'est pas seulement le fruit, là encore, d'un dialogue social ou d'une espèce de générosité spontanée. Sauf que ce modèle social n'a plus tellement lieu d'être, cette vitrine sociale, si je puis dire, après la réunification de l'Allemagne en 89 et la chute de l'URSS en 91, finalement, on n'a plus besoin de cette vitrine. À quoi bon? Et au fond, si on regarde un peu quand même la chronologie, 89, la réunification de l'Allemagne, 91, la fin de l'URSS, et boum, 92, traité de Maastricht. Bon, et là, franchement, cette vitrine sociale, bah, on s'en balance. Enfin, ça n'a vraiment plus lieu d'être. Et donc, on voit comment 92, traité de Maastricht, 97, pacte de stabilité, 99, l'euro, cette décennie 90 va coûter très cher à la protection sociale. C'est là que les choses vont se gâter. Alors, si on rentre un tout petit peu dans le détail de ce qu'on pourrait appeler un hold-up, puisque cette récupération par l'État bourgeois via la fiscalisation du financement de la protection sociale va être quand même co-construit par la droite. Oui, c'est vrai, on se rappelle quand même du plan Juppé, le Chirac-Juppé, 95, Balladur en 93, enfin Juppé 95-96, mais ça se met un peu en place avant, notamment le premier à avoir premier gouvernement à avoir fiscalisé le financement de la Sécu, c'est en 91, et c'est Delors et c'est Mitterrand. Donc les choses se gâtent avec une collaboration droite-gauche, et puis on va avoir une espèce de co-construction nationale et européenne. Donc c'est toujours facile après de dire, mais c'est pas l'Europe, c'est national, ou c'est pas nous, c'est l'Europe. Bon, en fait c'est les deux, enfin, faut bien articuler les deux. Alors on pourrait quand même nous faire une objection là en disant, mais bon, enfin, finalement, la comptabilité nationale qui se met en place au XXe siècle. Alors la comptabilité nationale, c'est de la macroéconomie, c'est le PIB, et c'est l'observation des flux, l'observation des acteurs économiques dans lesquels on va compter les personnes privées, les personnes physiques, pardon, les familles, les personnes morales, les entreprises, mais les administrations, et là il va y avoir l'État, les collectivités territoriales et la protection sociale. Donc on va dire, ben, c'est quelque chose qui se met en place à travers tout le XXe siècle, cette comptabilité nationale. C'est pas un scoop, elle intègre le budget de la de la protection sociale. Alors cette comptabilité nationale, c'est intéressant au passage, alors, je suis pas un spécialiste, hein, mais intéressant de voir que ses origines ont à voir avec les origines de l'économie de marché. Bon, donc, on va trouver des prémices chez les auteurs du XVIIe siècle en Angleterre notamment, mais aussi en France. Et on peut dire qu'il s'agit quand même d'avoir une sorte de tableau de bord, hein, puisque l'économie de marché est un peu sous pilote automatique, il s'agit quand même d'avoir un tableau de bord pour anticiper un peu les crises et les coups de chien, quoi, les tempêtes. Et donc la crise de 29, et puis finalement la mise en place du plan Marshall sur le vieux continent vont achever la généralisation, l'universalisation de ces repères macroéconomiques qui font que tout le monde va raisonner en termes de flux, de PIB, et donc on pourrait dire, bah voilà, c'est normal, ça se met en place.
Est-ce que d'ailleurs c'est exclusivement réservé aux économies de marché? On pourrait dire que ça pourrait, enfin, une économie planifiée a elle aussi besoin d'avoir ce genre d'indicateurs. Alors, il faudrait voir les différences entre les indicateurs macroéconomiques dans l'URSS et en URSS et les indicateurs macroéconomiques dans cette construction européenne qui est planifiée quand même dans l'après-guerre pour déplanifier l'économie de guerre. C'est très marrant de voir que, par exemple, Jean Monnet, l'américain, le franco-américain Jean Monnet, va travailler en France. Il est un petit peu pressé de créer l'Europe, ça va venir un petit peu trop vite quand même. Hein. On a gardé des mauvais souvenirs des Allemands, mais il est à la manœuvre pour que on arrive à marche forcée vers une économie de marché, donc on planifie la déplanification, si je puis dire. Bon, alors je dirais que oui, bien sûr, la comptabilité nationale, telle qu'elle est aussi utilisée en Europe, elle intègre les administrations publiques, et dans ces administrations publiques, il y a l'État, il y a les collectivités territoriales, et il y a la Sécu, mais sans caractère contraignant. Autrement dit, oui, c'est pas un problème de comptabiliser la Sécu, qu'elle soit beveridgienne ou bismarckienne, que ce soit de l'argent financé par l'impôt ou que ce soit du salaire socialisé. Oui, c'est des flux, mais il n'y a pas de caractère contraignant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on a raté un épisode. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, cette prise en compte des déficits publics a été agrémentée, si le mot est mal choisi, d'un caractère coercitif obligeant à réduire les déficits publics sous peine de sanctions. Alors, on va rentrer donc dans cette décennie 90. Si on essaye un peu de mettre de la chronologie là-dedans, on pourrait dire qu'il y a, en amont du traité de Maastricht, qui va vraiment être un acte fort de la construction européenne, puisque, au fond, la constitutionnalité, enfin, toutes les lois organiques vont se mettre en place à partir de là, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le traité sur l'Union européenne, le TUE, hein, qui est le nom moderne de ce traité de Maastricht. Mais ce traité de Maastricht, qui est à la fois une construction politique, qui vient après la réunification de l'Allemagne, qui vient après l'effondrement de l'URSS, est aussi une construction économique et monétaire. Il y a cette union économique et monétaire qui se met en place et qui est analysée, réfléchie par un célèbre rapport écrit enfin piloté, présidé par Jacques Delors, qui est à l'époque ce qui deviendra le président de la Commission européenne. Alors, la Commission européenne, ès-qualité n'existe pas encore, mais Jacques Delors, pendant une dizaine d'années, va être l'équivalent de ce président et de la future Commission européenne. Et donc, il va élaborer dans ce texte, qui mérite quand même un petit détour, une forme un pilotage, une sorte une ligne de convergence des macroéconomiques des différentes économies en vue d'une marche vers la monnaie unique, enfin l'euro en 99, et on voit bien que c'est à ce moment-là que ces règles budgétaires deviennent contraignantes, ou plutôt l'idée qu'elles doivent devenir contraignantes est formulée en 89 dans ce rapport. Elles ne le sont pas encore, elles ne seront qu'en 97, mais par le pacte de stabilité, mais c'est là que l'idée apparaît très clairement. Hein. Jacques Delors dit il faut que ça soit contraignant. Il faudra d'une manière ou d'une autre qu'on arrive à une sorte de pilotage automatique macroéconomique qui ferait qu'une instance tiers pourrait contrôler que tout ça évolue bien vers des déficits maîtrisés et un endettement maîtrisé. Est-ce qu'il y a eu un deal entre la France et l'Allemagne? Peut-être. Enfin, il faudrait creuser la question. Là, je ne vais pas rentrer dans le secret de la genèse de ce traité de Maastricht, mais probablement l'Allemagne avait besoin d'être soutenue, peut-être plutôt par la France de Mitterrand que par l'Angleterre de Thatcher, mais soutenue dans sa réunification. Elle avait besoin de la bénédiction, si je puis dire, ou du soutien de l'Europe, et l'Europe avait besoin que l'Allemagne lâche un peu le Deutschmark pour qu'on aille vers une monnaie unique. L'Allemagne, au passage, nous demandant d'universaliser son modèle ordolibéral, le modèle ordolibéral allemand,
c'est simple à définir, c'est le libéralisme, avec en plus le droit et la contrainte normative du droit, désormais gravée dans les traités européens. Bon, alors, il restait quand même à gagner la bataille en France. Et pour gagner la bataille en France, il fallait commencer à fiscaliser le financement de la Sécu. Eh bien, c'est chose faite en 91 avec la CSG, la contribution sociale généralisée, mise en place par Rocard et Mitterrand. Pendant que Delors est en train de préparer son fameux rapport, eh bien, Mitterrand et Rocard nous pondent la CSG, et puis l'acte 2, ça sera en 96, ça sera Chirac et Juppé, division du travail oblige, cette contribution pour le redressement de la dette sociale, la CRDS, avec un corollaire. Alors on sait bien, on voit bien en même temps que, à mesure que on fait rentrer le budget de la Sécu dans le calcul des déficits publics et que on rend contraignantes les règles du traité de Maastricht, on voit bien que commencent les réformes des retraites. Si la retraite à 60 ans est mise en place en 82-83 par Mitterrand, 93, Balladur, première réforme des retraites. Donc c'est quand même toujours très raccord avec l'agenda européen. Réforme des retraites dans le privé. Et puis alors en 95, au nom de l'égalité privée-public, public-privé, on veut faire la même chose dans le public. Ça va évidemment bloquer, il y a des grèves mémorables. Droit dans ses bottes, au départ, Juppé va reculer, mais il recule tout en arrachant une victoire en 96, qui est la première loi de financement de la sécurité sociale, la LFSS, qui aujourd'hui est devenue une loi de financement annuelle, et du coup qui est arbitrée, votée, non plus par les travailleurs associés, une organisation mutualiste, bref, les salariés en autogestion. Non, 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 maintenant c'est le Parlement qui va examiner cette loi de financement de la sécurité sociale, et ça c'est en 96. Donc on a gagné en 95, et on a perdu en 96, si je puis dire. Chirac disait à cette occasion qu'il s'agissait pour la France de la qualifier pour la monnaie unique. Voilà, donc ça nous a quand même coûté cher, cette qualification, à en croire donc cette citation de Chirac. Alors, donc les dates en France, si on les retient, on voit bien donc la retraite à 60 ans, c'est le début du premier septennat de Mitterrand, donc avant le virage libéral de l'austérité de 83, mais juste avant. Puis ensuite, 91, la CSG, 93, la réforme Balladur, 95, la contre-réforme Balladur des retraites, 95, la contre-réforme Juppé des retraites, 96, la première loi de financement de la sécurité sociale et la CRDS. Et côté européen, on va là aussi avoir un agenda un peu similaire. 89, c'est le rapport Delors, 92, c'est le traité de Maastricht, 97, c'est le pacte de stabilité, 99, c'est l'euro. On voit bien que c'est cette décennie-là de tous les dangers. Alors, le traité de Maastricht, il faut quand même rappeler qu'il a été soumis au référendum, comme le traité constitutionnel de 2005, et il est passé de justesse, avec presque 70% de taux de participation, à 51%. Et dans les milieux populaires, il était massivement rejeté. Donc en fait, les forces de gauche ne s'y trompaient pas à l'époque, en tout cas, le Parti communiste notamment. Entre-temps, ils sont devenus euroconstructifs, malheureusement. On n'y voit plus très clair. Mais ce traité de Maastricht va devenir aujourd'hui, enfin c'est depuis le traité de Lisbonne, hein, puisqu'en fait les traités portent des noms différents. Il s'agit à chaque fois de les renforcer, de les étoffer, de les élargir. Et il y a deux grands traités qui s'articulent depuis les origines. Il y a le traité de Rome depuis 57, qui petit à petit est devenu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et puis il y a le traité de Maastricht, qui est le plus organique, qui va donner aujourd'hui, qui s'appelle le traité de l'Union sur l'Union européenne. Et donc ces deux traités majeurs, qui sont jamais que comme des poupées russes, accumuler les traités précédents, vont intégrer, à l'occasion du fameux traité de Lisbonne, qui va être officialisé en 2009. Alors, le traité de Lisbonne, ça nous rappelle des mauvais souvenirs, parce que c'est la consécration du viol du référendum français de mai 2005,
où là, le peuple français s'était opposé massivement à ce traité constitutionnel qui, pourtant, de manière légale, mais en s'asseyant, en bafouant quand même la souveraineté populaire, par un certain Nicolas Sarkozy qui, en 2007, va financer sa campagne, on le sait, avec l'argent libyen. Enfin bon, bref, on voit comment ces gens mal élus vont ensuite forcer, tordre le bras du peuple français, et à Lisbonne, donc, ensuite, évidemment, c'est vrai, il y a un vote, le Congrès, donc le Parlement français plus le Sénat vont valider le truc. Donc on peut dire c'est légal, hein, effectivement, c'est une sorte de viol de la souveraineté populaire fait dans les règles, mais on nous resserre en 2009 ce qu'on avait refusé en 2005. Avec là très clairement, dès 1997, une dimension contraignante dans la nécessité de faire rentrer les déficits publics, de faire rentrer pardon, le financement de la sécurité sociale dans ce calcul des déficits publics, eux-mêmes soumis aux critères de Maastricht. Donc là, il y a un piège qui est certes élaboré par des hommes politiques français, mais on pourrait appeler ça un piège européen, qui va contraindre aujourd'hui, dès lors que l'on veut, enfin, on voit bien que c'est une sorte de billard à trois bandes. Les hommes politiques français ont beau jeu de laisser filer les déficits. Alors là, on a quand même des champions depuis Bruno Le Maire. On laisse filer les déficits. Oh, on n'a pas vu qu'on avait quand même débordé, vidé les caisses. Bon, évidemment qu'il y a de 50 milliards de déficit, puisqu'on a réduit les impôts des plus fortunés d'à peu près autant. Bon, donc évidemment, si on rentre moins d'argent, eh bien le déficit se creuse. Et une fois qu'on a créé le déficit, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on a beau jeu ensuite de taper dans les caisses de la sécurité sociale, en disant ben ouais, ça fait partie du déficit public, hein, selon le critère de Maastricht. Donc qu'on se mette bien ça dans la tête. Le déficit public intègre, et c'est évidemment éminemment scandaleux, a fortiori si la sécurité sociale revenait à un financement qui serait basé sur les cotisations sociales. On a donc en quelque sorte opéré un hold-up sur ce pactole au départ qui devrait être géré par des salariés et qui n'a rien à voir avec les comptes de l'État. La conclusion de tout ça. La conclusion de tout ça, c'est qu'il faudrait peut-être sortir le budget de la sécurité sociale de ce piège européen. Et exiger cette sortie pourrait être une revendication des forces syndicales et politiques progressistes. Alors sur le plan syndical, il y a la position de la CFDT qui est à part, hein, puisque la CFDT elle est favorable à la CSG. Donc là, évidemment, c'est plié. Si on est favorable à la CSG, c'est qu'on est favorable à un financement de la protection sociale par l'impôt, et donc tous les arguments qui viennent d'être développés, évidemment, s'effacent, puisqu'on est favorable à un modèle, alors sinon beveridgien, en tout cas hybride. Si on regarde même les revendications de la CFDT, ça va jusqu'à demander de baisser le coût du travail en allégeant. Alors le mot coût du travail est évidemment insupportable, puisque le travail, avant d'être un coût, c'est par là que se créent les richesses. Mais bon, dans le langage patronal, le coût du travail, si on veut le baisser, eh bien on pourrait baisser certaines cotisations patronales. La CFDT va jusque-là. Par ailleurs, quand même, il y a un large front syndical, CGT, Solidaire, FSU, qui, là, pour le coup, est très critique et voudrait corriger le tir de ce virage fiscal beveridgien pour revenir à un modèle financé par les cotisations sociales et avec la démocratie sociale des origines qui va avec, donc si je puis dire, exit le contrôle de l'État, qui est un contrôle tronqué, qu'on peut toujours soupçonner à raison d'être vendu aux intérêts des marchés et des assurances privées. Évidemment, les assurances privées et les marchés financiers
puisque c'est eux maintenant qui sont censés financer les dettes des États, parce que les États n'ont pas le droit, c'est comme ça que les traités, le, le- le TFUE notamment, interdit aux États de se financer en ayant recours à leur banque centrale ou à la Banque centrale européenne, donc il faut se financer auprès des marchés. Évidemment, les marchés, c'est pas les meilleurs supporters de la sécurité sociale, loin s'en faut. Donc, si on veut se mettre à l'abri de cet État bourgeois qui n'a pas du tout intérêt à défendre la sécurité sociale, même s'il passe son temps à dire qu'il faut défendre le modèle social, oui, enfin, il veut surtout sa peau, eh bien, il y a un argument, il y a une fenêtre de tir là qui se présente à nous, c'est que il y a une clause dérogatoire temporaire, tout à fait officielle, qui permet, si elle est déclenchée par la Commission européenne, qui permet de déroger pendant 3-4 ans au pacte de stabilité. C'est ce qui s'est passé pendant la période Covid, où on avait le droit finalement de déborder et de ne plus appliquer ces critères. Fin 2024, début 2000, non, c'était fin 2023, début 2024. Boum, on revient au pacte de stabilité et il est même renforcé. Hein. Alors, il est plus facile à mettre en œuvre, moins sévère, mais du coup plus facile à mettre en œuvre. Donc nous voilà, avec quelques autres pays européens, sous le coup d'un déficit excessif. Bon, mais voilà qu'on envisage à nouveau d'activer cette clause dérogatoire, de dérogation temporaire au pacte de stabilité pour faire face aux futures dépenses militaires. Après tout, l'Europe aussi a le droit d'avoir son complexe militaro-industriel. Et si on peut comme ça lever le pacte de stabilité temporairement, qu'attendons-nous, nous, force de gauche, pour demander une clause dérogatoire définitive, celle-là, pour sortir le financement des protections sociales du calcul des déficits publics. Évidemment, ça suppose de défiscaliser le financement de cette protection sociale et de revenir vers le modèle des origines tel qu'on l'a connu en 1945, enfin, le fameux modèle bismarckien, avec les financements par la cotisation sociale, en tout cas par les salaires ou par les revenus, et un financement qui impliquerait une démocratie sociale et non pas un contrôle étatique. Bon, et ça permettrait en même temps de sortir pour de bon de cette espèce de jeu, cette valse à 3 temps, hein, où les hommes politiques de tous bords d'ailleurs nous promettent, faute de toucher au salaire, faute d'augmenter les salaires, augmentent le pouvoir d'achat. Un euphémisme, puisqu'en fait on n'augmente pas grand-chose, mais en baissant les impôts, puisque prélèvement à la source, on a compris maintenant à quoi ça servait, ça permet de faire ressortir sur la fiche de paie une augmentation du pouvoir d'achat sans augmentation du salaire, en diminuant les impôts et donc en augmentant la dette. Et ensuite, évidemment, c'est le serpent qui se mord la queue, une fois qu'on a augmenté la dette, eh bien, il faut taper dans le budget de la protection sociale, et là, hop, la trilogie habituelle, boum, la sécu, enfin la protection maladie, la protection chômage, l'assurance retraite. Alors si on veut briser ce cercle vicieux, et ma foi, faute d'engager ou d'embarquer un front syndical dans une sortie plus ambitieuse de l'Union européenne, puisque là on voit bien que les syndicats sont prompts là, à critiquer les impérialismes qui semblent sortir du XXIe siècle, comme si pendant le XXe siècle ils s'étaient éclipsés. C'est quand même assez navrant d'avoir oublié tout ce qu'ont pu écrire des auteurs majeurs quand même sur cet aboutissement du capitalisme une fois qu'il a colonisé la planète et qu'il est en train de se repartager ses colonies. Enfin, on voit bien que les guerres inter-impérialistes, c'est quand même le lot de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Mais là, voilà que nos syndicalistes retrouvent les mérites de cette analyse en termes d'impérialisme. Évidemment, ils pensent à l'impérialisme américain et à l'impérialisme russe, mais ils ne pensent pas du tout à l'impérialisme européen, qui pourtant est bel et bien, alors secondaire, certes, inféodé à l'impérialisme américain, mais quand même bel et bien présent. Alors donc, il est difficile, enfin c'est même plus que ça, c'est qu'on peut soupçonner certaines directions syndicales, du coup, un peu de manière en creux pour l'instant et un peu de manière honteuse, à avancer vers une union sacrée, c'est-à-dire une forme de social impérialisme. Hélas, on connaît l'histoire.
Mais puisque sur ces sujets-là, on n'arrive pas à s'entendre, on voit bien quand même que ça bloque et qu'on n'est pas suivi quand on essaye, dans le champ syndical, de défendre ses arguments, on est quand même un peu cornérisé. Au moins, prenons au pied de la lettre tous ces efforts, comment dire, méritants, qui consistent à vraiment vouloir authentiquement, sincèrement défendre la Sécu, cet héritage de la Sécu, et de qui fête ses 80 ans. Eh bien, allons-y, chiche, mais pour de bon, vraiment, sans faire semblant. Et ne nous contentons pas de dénoncer les politiques néo-impérialistes dont on ne saurait pas trop, enfin, qui s'appliquerait quoi de la planète Mars, on ne sait pas d'où elle tomberait. Non, demandons une chose simple, précise, claire, la sortie du budget de la Sécu, du calcul des déficits publics tels qu'ils sont calculés par les standards de Maastricht. Alors évidemment, ça fait une formulation un peu complexe, mais sortir la Sécu du piège européen, c'est ça. Sortir la Sécu du compte, des déficits publics. Sortir la Sécu des déficits publics. Et si d'aventure, une Europe sociale devait voir le jour, comme on nous la promet quelquefois même à gauche, hein, enfin, c'est même souvent là que ça se passe, l'Europe sociale serait donc un petit peu en retard, mais ça ne saurait tarder. C'est une affaire de décennies, mais ça devrait finir par arriver. Eh bien, ok, chiche, si l'Europe sociale devait commencer à voir l'ombre d'un commencement, ça passerait par là. Le chemin va être rude, le chemin va être escarpé, la pente est rude, comme disait l'autre, mais tant qu'on n'aura pas atteint cet objectif, tout le reste, c'est du verbiage. Ça sert à rien. On va tout simplement exercer nos forces dans le vide. Commençons donc par le commencement. Et le premier verrou à faire sauter, c'est celui-là. Le traité de Maastricht intègre scandaleusement le budget de la protection sociale dans le décompte des déficits publics. C'est là qu'il faut appuyer, c'est là. Alors je vous cache pas que changer le traité sur l'Union européenne, puisque Maastricht est intégré maintenant, quant au pacte de stabilité, il est dans les articles notamment 126, 121, 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc je vous cache pas qu'il y a des procédures pour corriger les traités. Les traités expliquent comment faire pour les changer. C'est tellement difficile à mettre en œuvre qu'on a très vite compris que c'était pas fait pour qu'on les change, qu'il y a un effet cliquet et que l'élargissement à 27 et puis au-delà de 27 rend de toute façon très improbable le changement de ces traités dans un sens qui pourrait être favorable à une sécurité sociale du XXIe siècle. Donc, eh bien, tordons le cou à ce piège européen et aidons les forces de gauche à se dégager de cette ruse. Enfin, elles sont engluées, les pauvres, et il faut qu'on se dégage de ce que je pourrais appeler une ruse de la bourgeoisie européenne. Voilà, l'Europe, c'est ça, c'est une ruse de la bourgeoisie. Ne nous laissons pas leurrer par ce piège, il faut le dénoncer et il faut le désamorcer. Voilà, merci de votre attention.